Dans l'une de mes vidéos, j'ai dit qu'épargner, dépenser et gagner de l'argent, c'est la même chose. Un abonné m'a demandé de l'expliquer plus en détail. J'ai donc décidé de réaliser une petite série de vidéos très simples expliquant ce que je voulais dire. Voici la vidéo numéro 4. Dans la première vidéo, j'ai présenté mon parcours et expliqué pourquoi l'or est un mauvais investissement. Dans la deuxième vidéo, un rapport indique que 80% des nouvelles entreprises échoueront au cours de leurs 2 premières années d'existence. J'ai expliqué pourquoi c'est faux. Ce rapport a été démenti à la fin des années 80. Il n'existe aucune source ou combinaison de sources qui puisse fournir cette information. Dans la troisième vidéo, j'ai expliqué pourquoi le fait d'avoir une entreprise est le meilleur investissement. Aux États-Unis, si vous avez un emploi et une entreprise, et si votre entreprise perd de l'argent ou n'en gagne pas, vous gagnerez quand même de l'argent grâce aux impôts, à l'épargne et au remboursement. Cela s'applique également à l'immobilier. Mon meilleur conseil. Je vous donnerai le même conseil que celui que l'on m'a donné dans les années 80. Dans les années 80, beaucoup de mes amis ont terminé leurs études, se sont mariés et ont acheté une maison. Puis, en 1990, les États-Unis sont entrés en récession, mais tout le monde a voulu passer outre cette période. Ils veulent dire que cette récession n'a duré que 2 ans, mais que la reprise a duré longtemps. Cependant, si vous interrogez les personnes les plus touchées par cette récession, elles vous diront qu'elle a commencé en 1989 et qu'elle a duré jusqu'en 1996. Les dates sont entourées d'un grand nombre de conneries politiques. Quoi qu'il en soit, ce que mes amis m'ont dit, c'est de ne jamais contracter un prêt hypothécaire à taux d'intérêt variable. Ne souscrivez qu'un prêt hypothécaire à taux d'intérêt fixe. Ils ont dit qu'ils avaient obtenu un prêt hypothécaire à taux d'intérêt variable, parce que la banque leur avait dit que le taux d'intérêt n'augmenterait pas beaucoup. De plus, si le taux d'intérêt baisse, vos mensualités baisseront également. Voici le problème avec ce que la banque leur a dit. Si vous obtenez un prêt hypothécaire de 30 ans pour acheter une maison, les 15 premières années de paiement seront principalement consacrées aux intérêts et non au capital. Ainsi, si vos mensualités s'élèvent à 1000 par mois, 700 seront consacrés au remboursement des intérêts et 300 au remboursement du capital. Cela signifie que si le taux d'intérêt est de 5% et qu'il passe à 7%, vos paiements hypothécaires mensuels peuvent passer de 1000 à 1500 par mois. C'est ce qui est arrivé à beaucoup de mes amis. Et oubliez le refinancement du prêt hypothécaire. Mes amis se sont vus répondre des choses comme « Vous n'avez pas assez d'antécédents en matière de crédit pour refinancer. Le nouveau taux fixe est de 9% ou plus que le taux d'intérêt variable. De plus, n'optez jamais pour une hypothèque ballon. Dans ce cas, les mensualités sont très faibles pendant 2 ou 3 ans. Puis, la 4e année, vous devez payer un montant élevé, comme la totalité de l'hypothèque. La banque peut vous dire que ce type de prêt hypothécaire vous aidera à démarrer, et qu'une fois que vous aurez acquis un bon historique de crédit, vous pourrez refinancer. Je ne connais personne qui ait pu refinancer son hypothèque, et tous ont perdu leur maison. De plus, comme lors de la récession de 2008, le gouvernement a renfloué les banques. La banque qui a été renflouée en 1991. La banque qui a gagné le plus d'argent est la banque d'investissement Merrill Lynch. La personne qui était à la tête du Trésor des États-Unis. La personne qui a créé le plan de sauvetage des banques. Il venait de Merrill Lynch. Et comme en 1991. La banque qui a été renflouée. La banque qui a gagné le plus d'argent, c'est la banque d'investissement Goldman Sachs. De plus, en 2008. La personne qui était à la tête du Trésor des États-Unis. La personne qui a créé le plan de sauvetage des banques. Il venait de Goldman Sachs. Dans les années 60, Disney a produit des dessins animés très populaires. Dans les années 70, tous les nouveaux enfants n'avaient jamais vu ces dessins animés et Disney les a donc relancés. Disney a donc gagné beaucoup d'argent avec ces dessins animés pour la 2e fois. Les gens oublient ce qui s'est passé dans le passé, ou pensent que c'était si grave que cela ne se reproduira plus jamais. Ils n'en parlent donc pas à la génération suivante et ne l'avertissent pas. C'est ainsi que les banques ont pu faire en 2008 la même chose qu'en 1989 et qu'en 1929 lors de la Grande Dépression.
Puis, au fil du temps, ils entourent ces événements d'un grand nombre de conneries politiques. Émissions de télévision. Je sais que de nombreuses émissions de télévision montrent des personnes qui gagnent beaucoup d'argent grâce à l'immobilier. Cependant, ce que ces émissions de télévision ne montrent pas, ce sont tous les problèmes que ces personnes ont dû surmonter pour arriver au point où elles savaient comment gagner de l'argent. J'ai connu plus d'une personne qui regardait ces émissions de télévision et qui essayait d'utiliser ce qu'elle voyait pour gagner de l'argent grâce à l'immobilier. J'ai eu des amis qui ont essayé. Ils ont rencontré de nombreux problèmes et n'ont pas eu l'argent nécessaire pour continuer. Les personnes qui participent à ces émissions de télévision avaient probablement beaucoup à apprendre lorsqu'elles ont commencé, mais elles ont eu l'argent nécessaire pour continuer. Le père de mon ami est décédé et il a reçu un gros héritage. Avec cet héritage et ses économies, il a acheté 2 maisons qu'il prévoyait de louer. Cependant, les maisons qu'il a achetées nécessitaient des travaux. Paul étant novice en la matière, aucune banque n'a voulu lui prêter l'argent nécessaire pour réparer les maisons. Et tant que Paul n'aura pas réparé les maisons, la ville n'autorisera pas leur occupation. Avec l'aide de sa famille et de ses cartes de crédit, il a pu réparer une maison et la louer. Cependant, le loyer de ce seul logement n'était pas suffisant pour couvrir la dette de la carte de crédit ou les impôts fonciers. De plus, Paul ne gagnait pas assez d'argent avec son travail pour payer les taxes foncières de l'autre maison. Paul a vendu les 2 maisons à un prix inférieur à celui qu'il avait payé. 2 questions se posent ici. Tout d'abord, de nombreuses personnes ne se rendent pas compte que, dans certains endroits, les taxes foncières sont plus élevées que les mensualités du prêt hypothécaire. Aux États-Unis, si vous achetez un logement, veillez à ce que les mensualités de votre prêt hypothécaire incluent les taxes foncières. Certaines banques le font automatiquement, d'autres non. Au bout de 2 ans, certaines personnes reçoivent une grosse facture d'impôt foncier, que beaucoup n'ont pas les moyens de payer. Ils perdent alors leur maison. C'est ce qui est arrivé à la famille de Pam, mon ex-petite amie. Quelqu'un a racheté les taxes foncières impayées et a forcé Pam et ses sœurs à déménager et à perdre leur maison. La société qui a racheté les taxes foncières impayées a utilisé des tactiques d'intimidation. Pam et ses sœurs ont toujours dit qu'elles n'avaient pas besoin d'un homme, mais dans cette situation, elles en avaient besoin. Deuxièmement, Paul n'a pas acheté les maisons sous un nom commercial. Il les a achetées en son nom personnel. Les gens pensent toujours qu'ils doivent posséder de l'argent ou des biens à leur nom. En réalité, si vous gagnez à la loterie, achetez un bien immobilier ou une voiture, vous devez toujours le faire sous le nom d'une société et non sous votre propre nom. Vous avez le contrôle de l'entreprise, ce qui signifie que vous avez le contrôle de l'argent, de la maison ou de la voiture. Vous pouvez donc en faire ce que vous voulez. Le fait d'avoir ces actifs sous le nom d'une société vous permet de bénéficier de nombreux avantages fiscaux que vous n'auriez pas s'ils étaient sous votre nom personnel. N'oubliez pas que cela dépend du pays dans lequel vous vivez. Chaque pays a des lois fiscales différentes. Il se peut donc que ce que je dis dans cette vidéo ne s'applique pas à vous. Par exemple, au cours des années 1991, 1992 et 1993, la société Advanced Micro Devices, qui est le concurrent d'Intel, n'a payé aucun impôt et a obtenu un remboursement d'impôts. Cette société possédait depuis longtemps une propriété en Floride. Je ne me souviens plus des chiffres réels. Cela fait plus de 30 ans. Supposons qu'ils aient acheté le bien immobilier pour 100. Après 1 an, le bien immobilier vaut maintenant 300. Ils ont vendu le bien immobilier pour 150, ce qui signifie qu'ils ont réalisé un bénéfice de 50. Si le bien immobilier était au nom d'une personne, celle-ci devrait payer un impôt sur les plus-values sur les 50. Cependant, comme le bien est au nom d'une société, il s'agit d'une perte de 150. Ils peuvent donc déduire 150 de l'impôt sur le revenu de la société. Et appliquer la perte de 150 aux 3 années précédentes et obtenir un remboursement d'impôt pour ces années. Cela signifie également que l'entreprise peut appliquer cette perte aux impôts qu'elle a payés au cours des 3 années précédentes et obtenir un remboursement. Ainsi, elle n'a payé aucun impôt pour l'année 1993 et s'est fait rembourser les impôts payés pour les années 1991 et 1992. Aujourd'hui,
Paul travaille à temps plein, ce qui signifie qu'il paie des impôts sur le revenu chaque année. Si Paul avait placé les maisons qu'il a achetées sous le nom d'une société, il aurait pu déduire de son impôt sur le revenu toutes les sommes qu'il a dépensées pour réparer les maisons. Cela signifie qu'il aurait reçu un remboursement d'impôts pour les 3 années précédentes au cours desquelles il a payé des impôts sur le revenu des personnes physiques. Il aurait alors pu utiliser cet argent pour payer ses dettes de carte de crédit. Il en va de même pour les voitures. Si vous louez une voiture au nom de l'entreprise, tout ce qui est lié à la voiture est une déduction fiscale que vous pouvez utiliser pour réduire vos impôts sur le revenu. Toutefois, il existe des astuces que je ne peux pas vous dévoiler, car cela pourrait être considéré comme une violation de la législation fiscale. En principe, lorsque vous louez une voiture, vous pouvez en obtenir une nouvelle tous les 2 ans. Je connais quelques personnes qui ont acheté des maisons au début des années 2000 en pensant qu'elles vivraient du loyer qu'elles percevraient. Dans la plupart des régions, le prix de location du logement correspond à votre mensualité hypothécaire, à laquelle s'ajoutent les taxes foncières et un petit supplément pour les réparations futures. Il ne reste donc plus grand-chose pour vivre. Encore une chose. Si vous achetez le bien sous le nom d'une société, tous vos biens personnels sont protégés. Cela signifie que votre maison, votre voiture et les revenus de votre travail sont protégés. Cela signifie que si la banque saisit le bien ou si vous devez déposer le bilan, elle ne peut s'en prendre qu'à ce qui est au nom de l'entreprise et non à ce qui est à votre nom personnel. Si l'entreprise dispose d'1 million de liquidités en banque, vous vous versez 1 million. Ainsi, l'entreprise n'a pas de liquidité qu'elle peut obtenir et vous gardez tout l'argent que vous avez gagné avec l'entreprise que vous contrôlez. De plus, cela n'affectera pas votre dossier de crédit personnel. En revanche, le dossier de crédit de l'entreprise sera mauvais, mais qu'importe. Vous êtes sur le point de fermer l'entreprise. Vous fermez donc cette entreprise et en ouvrez une autre. Cela signifie que la nouvelle entreprise commencera avec un nouvel historique de crédit qui n'est pas affecté par l'historique de crédit de l'ancienne entreprise. De plus, comme votre dossier de crédit personnel n'est pas affecté, vous pouvez l'utiliser pour créer une nouvelle entreprise et la transformer plus tard en société. C'est ainsi que certaines personnes peuvent faire faillite tous les 2 ans et démarrer une nouvelle entreprise sans problème. Trump a connu 8 faillites. Section 8 Logement. Avant d'expliquer ce qu'est le Section 8 Logement, je voudrais dire aux propriétaires de louer leur logement à des personnes handicapées. Il existe de nombreux types de handicap. Il y a les aveugles, les personnes souffrant de troubles du développement et les personnes âgées. Les personnes handicapées ne détruisent pas vos biens, le loyer est toujours payé à temps et, la plupart du temps, elles ne déménagent jamais. De plus, il n'est pas très difficile de rendre un appartement accessible aux personnes handicapées, à l'intérieur comme à l'extérieur. De plus, l'adaptation de l'appartement aux besoins de la personne handicapée ne coûte pas forcément très cher. Tout dépend du handicap de la personne. Pour mes téléspectateurs étrangers, aux États-Unis, le gouvernement fournit de l'argent aux personnes pauvres pour qu'elles puissent payer leur loyer. Ce programme s'appelle Section 8 Housing. La plupart des personnes qui utilisent ce programme sont des mères célibataires avec des enfants et des personnes handicapées. La liste d'attente pour les logements de la section 8 est de 10 ans. La demande est donc importante. Le problème est que de nombreux propriétaires, dans tout le pays, dans chaque État et dans les grandes villes, ne veulent pas louer à des mères célibataires avec enfants qui bénéficient de ce programme. De ce fait, de nombreuses mères célibataires avec enfants sont devenues des sans-abri. Dans certaines régions, elles vivent dans des villages de tentes. Des villages de tentes apparaissent un peu partout aux États-Unis. Voici comment cela s'est passé. Dans les années 80, ma tante avait une maison à Chicago qu'elle louait à une mère célibataire avec des enfants. Cette femme, âgée d'une trentaine d'années, avait 4 adolescentes. Ils ont détruit sa maison. Il y avait des trous dans les murs, des fenêtres cassées et beaucoup d'autres dégâts. Quelques jours avant que les autorités du programme Section 8 ne viennent inspecter les dégâts, ces personnes, au milieu de la nuit, sont revenues et ont incendié sa maison. C'était dans les années 80. Ces 4 adolescentes ont également eu des enfants et sont devenues des mères célibataires. Et leurs enfants ont eu des enfants et sont devenus des mères célibataires. Ainsi, depuis les années 80,
Vous avez eu au moins 3 générations d'enfants qui ont eu des enfants et sont devenus des mères célibataires. Cela fait beaucoup de femmes. De ce fait, de nombreux propriétaires, dans tout le pays, dans tous les États et dans les grandes villes, ont vécu la même chose que ma tante. Il s'agit de mères célibataires avec des enfants qui détruisent votre propriété. Ainsi, aujourd'hui, de nombreux propriétaires refusent de louer à des personnes relevant de la section 8. Comme je l'ai dit précédemment, vous n'êtes pas obligé de louer à des mères célibataires. Louez aux personnes handicapées. Oui. Il faudra peut-être un peu plus de travail pour répondre à leurs besoins, car chaque handicap est différent. Mais les personnes handicapées ne détruisent pas votre propriété, le loyer est toujours payé à temps et, la plupart du temps, elles ne déménagent jamais. La meilleure façon d'acheter des biens immobiliers. Voici la meilleure façon d'acheter des biens immobiliers et de gagner de l'argent. Cependant, beaucoup ne peuvent pas le faire parce qu'ils n'en ont pas les moyens. C'est pourtant ce qu'ils font dans toutes ces émissions de télévision. Ils achètent la maison au comptant. Ils réparent la maison et la louent. Ensuite, ils vont à la banque et obtiennent un prêt hypothécaire. Une hypothèque est un prêt et n'est pas considéré comme un revenu. Vous ne payez des impôts que sur les revenus. De plus, comme il s'agit d'une entreprise, les intérêts de l'hypothèque sont déductibles. Le loyer de la maison est suffisant pour payer l'hypothèque, les taxes foncières et un peu plus pour les réparations futures. N'oubliez pas que l'argent que vous avez dépensé pour réparer la maison et les intérêts de l'hypothèque sont déductibles des impôts. Ils utilisent ensuite l'argent de l'hypothèque pour acheter une autre maison, et le cycle ou le processus recommence. Ils ont également utilisé l'argent de l'hypothèque pour se payer eux-mêmes. Comme ils sont salariés de l'entreprise, ce qu'ils se paient est fiscalement déductible pour l'entreprise. Le revenu de l'entreprise provient des loyers qu'elle perçoit. Toutefois, si le loyer est égal à ce qu'ils se paient eux-mêmes, l'impôt sur le revenu de l'entreprise et l'impôt sur le revenu des particuliers peuvent être nuls. De plus, si l'on tient compte de toutes les déductions fiscales dont bénéficie l'entreprise, l'impôt sur le revenu de l'entreprise et l'impôt sur le revenu des personnes physiques peuvent être nuls. De plus, pour les années où l'entreprise a payé des impôts, vous pourrez peut-être obtenir un remboursement.